BFM Bourse, le club de la bourse. Quant à la grève dans les ports américains, on vous rassure, elle est terminée après 3 jours de grève contre l'automatisation, contre la concurrence à venir de l'intelligence artificielle. Après donc ces revendications en partie soulagées par les annonces de la direction, la grève est terminée, les dockers reprennent le travail. Aussi grâce à une hausse de salaire promise de combien 10% par an pendant les 6 prochaines années. 10% par an. Waouh. Superbe opération. Magnifique. Ouais, bien négocié là pour le coup. John Plassard nous en parlait, c'était dans USA Today, à retrouver en replay sur notre application BFM Business. Nos experts du club sont là. Alexandre Taïeb. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Guillaume. Sycomore M. Alexandre Baradez pour IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Guillaume. 2 Alexandre. Ça va pas être facile. Je vais vous demander de m'aider. Bon, on est ravis de vous retrouver. C'est pour ça qu'il faut suivre BFM Business, bien sûr, à la radio. Mais Alexandre, c'est Alexandre. Et Alexandre, c'est Alexandre. En télé, en revanche, vous arriverez à peut-être mieux les distinguer. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre appel. Le mois d'octobre démarre et démarre mal. Sur la semaine, le CAC 40 perd, malgré la hausse du jour, perd quasiment 3%. Bon, est-ce que c'est la malédiction du mois d'octobre ? Vous savez que les grands cracks financiers, pour certains d'entre eux, ont eu lieu au mois d'octobre. Est-ce que c'est cette malédiction qui est en train de se dessiner, là ? Ou finalement juste une respiration, Alexandre Baradez. Ça ressemble à une bonne respiration parce qu'il y a quand même une impulsion initiale qui était liée à la Chine, annonce des mesures par la Chine, donc rebond fort de valeur du luxe. Et puis la Chine a gardé son momentum, on va en reparler dans quelques instants, elle a gardé le momentum, mais l'Europe a reculé parce qu'on a quand même l'impression que les sujets court terme, comme la dynamique économique qui reste faible en zone euro, la dernière salve des PMI qu'on a eu il y a quelques jours était vraiment mauvaise pour l'Allemagne, pour la France aussi, avec la contraction des services. Donc on a l'impression que ça c'est quand même ce qui retient les indices européens à la baisse, et on voit surtout que c'est pas que le cas. Quand vous regardez le DAX par exemple, on peut s'étonner de sa bonne tenue face à une économie allemande qui flirte avec la contraction, la récession depuis 2 ans maintenant. Et effectivement, on a quelques prises de gains aussi qui s'opèrent sur les valeurs allemandes. Donc c'est assez général à l'Europe, je dirais en signe de cette faiblesse macroéconomique. Probablement aussi la question budgétaire française. Vous l'avez dit tout à l'heure, le spread, il se stabilise en zone haute, mais il ne se détend pas malgré l'intervention de Michel Barnier. On attend donc des preuves de la France concrètes et des mesures qui soient validées et votées de ce côté-là. Et puis, on attend aussi probablement d'autres baisses de taux de la BCE, parce qu'on a vu que les chiffres d'inflation qui avaient beaucoup baissé, alors ça, c'est un super cadeau pour la BCE, mais c'est aussi peut-être le signe que l'économie a freiné et que les chiffres d'inflation comme ça qui diminuent assez drastiquement, eh bien, il y a le bon côté puis le mauvais côté. Le mauvais côté, c'est probablement lié aussi à la faiblesse économique. C'est-à-dire qu'en fait, on s'inquiète plus du ralentissement économique désormais européen que du ralentissement américain. On se craignait un potentiel hard landing aux États-Unis. On voit que manifestement, il n'y a pas de hard landing. En revanche, ici en Europe, vraiment une absence de croissance qui commence à inquiéter. On se dit ça risque de durer. C'est cela peut-être que sanctionne la baisse des indices cette semaine. Oui, alors par contre, je ne vais pas donner l'impression de là-dessus d'être négatif. Par contre, moi, pour l'Europe, je pense qu'on a quand même mangé le pain noir d'un point de vue des indices boursiers, même d'un point de vue un peu historique. On parlait là de l'Italie, et là, on avait fait une data room là-dessus il y a quelques semaines, où moi je disais que je restais bien confiant sur l'Italie, c'était un pari qu'on avait fait depuis plus d'1 an, et les chiffres du jour le confirment par rapport au déficit. C'est-à-dire qu'il y a des zones de faiblesse qui désormais sont les pays, Allemagne malheureusement et France un peu plus récemment, mais au sud ça tient bon, ça tient même très bien, et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à passer, cette espèce de phase où les baisses de taux vont produire des effets, mais sur une durée qui va être de plusieurs trimestres. Mais le réveil de la Chine, les États-Unis qui tiennent quand même toujours très bien pour l'instant, ça donne pas l'idée que la zone euro puisse s'enfoncer dans une récession, quelque chose de vraiment dramatique. Surtout, je trouve, depuis que la Chine a envoyé des signaux de reprise en main qui sont plutôt positifs. Donc, c'est une zone où on va se poser, il y aura quelques secousses, mais je ne vois pas du tout de récession forte à l'horizon. Donc, pas inquiet par cette baisse cette semaine. C'est pas parce qu'on arrive au mois d'octobre que forcément la malédiction va se déclencher. Non, c'est juste de la volatilité. On avait gagné 4% la semaine dernière sur le CAC. Là, on repère 3% cette semaine. Il faut qu'on rebondisse sur le chiffre du jour. Au rapport, hein ? Oui, au rapport. Rapport sur l'emploi américain. C'est du rapport sur l'emploi américain qu'on doit parler, effectivement. Au rapport, Alexandre Taïeb, en l'occurrence. Ce rapport sur l'emploi, il est bien meilleur qu'attendu. 254 000 créations de postes, c'est presque 2 fois plus qu'attendu. C'est-à-dire que Alexandre Baradez nous disait, il y a des doutes sur l'économie européenne. Sur l'économie américaine, on reste très surpris par la dynamique. Là, le rapport sur l'emploi est incroyable. Là, il n'y a plus tellement de doutes. En tout cas, c'est une data à prendre pour ce qu'elle est. Mais globalement, le rapport sur l'emploi est effectivement très très bon et fait changer un peu le marché de paradigme, c'est-à-dire qu'on n'attend plus ces jumbo cuts de 50 points de base de la part de la Fed pour soutenir une économie qui serait en ralentissement. Vous parliez de no lending, enfin de soft lending, pardon, ou de hard lending. On se demande si on revient pas au no lending, en fait, avec une économie qui repart, tout simplement. Donc, déjà, on a eu l'ISM Service aussi, sur des plus hauts d'1 an et demi, l'ISM Service en septembre. Incroyable. Donc, réaccélération. Les perspectives sont bonnes, les perspectives des directeurs d'achat sont bonnes, le taux de chômage baisse, les créations d'emplois augmentent.
Enfin, globalement, on a tout qui est aligné. On a l'impression que c'est full boucle d'or, full Goldilocks aux États-Unis. On pense quand même que Jérôme Powell va continuer à baisser les taux la prochaine fois, mais seulement de 25 points de base. Donc là, on a finalement la concordance de deux facteurs assez intéressants pour une classe d'actifs dont on parle souvent, mais qui marche assez peu souvent, que sont les small caps aux États-Unis, les petites capitalisations. Donc là, on parle de l'emploi américain, vous nous emmenez sur les petites capitalisations. Pourquoi ? Quel est le rapport ? Une économie qui tient très bien, voire qui repart en expansion, avec une banque centrale qui soutient en plus cette économie en baissant les taux. Oui. C'est les deux facteurs principaux. Oui, mais vous ne pouvez pas nous dire tout et son contraire, parce que là, on a un rapport sur l'emploi américain hyper encourageant, on est d'accord, donc il y aura moins de baisse de taux de la Fed. Alors, vous ne pouvez pas nous dire, c'est super pour les small et mid cap, puisqu'il y aura des baisses de taux, tout en nous expliquant qu'il y en aura moins que ce qu'on anticipait. Vous ne pouvez pas nous faire croire les deux à la fois. Moins de baisse de taux, c'est contradictoire. Il n'y aura pas plus du tout de baisse de taux. D'accord. Donc ça reste quand même un double soutien. Puis le temps qu'elles infusent aussi, il faut voir ça sur l'économie réelle. Je pense qu'on en verra le fruit sans doute sur le Russell 2000 que vous devez traquer. Mais oui, là pour le coup c'est du circuit court, emploi et small cap. Bon, alors tout ça est très bon pour les petites valeurs américaines, les small cap effectivement. Et Antoine, ce qui nous frappe particulièrement nous, c'est qu'on a un très très bon rapport sur l'emploi américain. Des salaires qui quand même réaccélèrent un peu, 4%, c'est pas bon pour les baisses de taux, ça, de la Fed, effectivement. On aurait pu se dire le marché va sanctionner parce qu'il a envie de baisse de taux, de beaucoup de baisse de taux, il price 50 points de base au mois de novembre, ce sera pas 50 points de base parce que les stats sont trop bonnes, le marché du coup risque d'être déçu et de sanctionner. Ben non, là le marché monte quand même, Antoine. C'est ce qu'on observe et c'est effectivement la question qu'on se posait ces dernières semaines, c'est savoir quel va être le point d'inflexion entre dynamique de politique monétaire et activité économique américaine, où le marché va reprendre des réflexes normaux, c'est-à-dire s'enthousiasmer et monter quand il y a des bonnes nouvelles, quand il y a de l'emploi, quand il y a de la production. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Et baisser quand il y a de moins bonnes nouvelles, ce qui nous manque un petit peu, parce que parfois, on a l'impression que le marché fonctionne à l'envers depuis des années. C'est-à-dire que quand le marché anticipe plein de baisses de taux, il monte, et puis maintenant qu'il anticipe avec le rapport sur l'emploi moins de baisses de taux, il monte quand même aussi. Comment vous l'interprétez ça, Alexandre ? On partageait une discussion avec Alexandre juste avant l'émission. Et c'est vrai que la situation, on a l'impression de revenir ce qu'on vivait en début d'année, où le marché, plutôt fin d'année dernière, où il priçait 7 baisses de taux pour cette année, puis tout le premier trimestre, des stats bien résilientes qui faisaient s'effondrer les probabilités de baisse de taux, même à pricer quasiment plus de baisse de taux du tout. Et le marché, l'argument, c'est de dire, le marché s'en contente, parce que même s'il y avait des baisses de taux anticipées, vu que l'économie est résiliente, good news is good news. Sauf que le dernier rallye, il s'était créé sur des bases de valorisation de 17 fois les bénéfices anticipés. Donc de 17, on est monté à plus de 20. Là maintenant, si on reprend le même raisonnement, à savoir, finalement, les baisses de taux anticipées qu'on peut anticiper il y a encore 3 jours, si on les a pas, ou si on les a moins, c'est pas grave parce que l'économie est résiliente. Sauf que là, la base de départ, c'est 22 fois les bénéfices. Et on sait tous que 22 fois les bénéfices, les 2 seules fois où on a vu ça sur les 30 dernières années, encore une fois, on le répète à chaque émission, mais c'était au moment du Covid, post-Covid, la bulle qui est apparue jusqu'à 23 fois les bénéfices, et derrière, il y a eu 20 à 30% de baisse selon les indices. Et la fois d'avant, c'était la référence dont personne ne veut entendre reparler, c'était 99-2000, avec derrière les baisses qu'on a eues. Donc vous êtes en train de nous dire, on arrive sur des niveaux de bulle sur les marchés, là. D'autant plus quand on voit que le marché prend prétexte de tout et son contraire pour continuer de progresser. Oui, mais c'est là que, selon moi, alors, je sais là-dessus, on peut ne pas être d'accord, mais c'est là que, selon moi, les institutions qu'on a faites, par exemple, pourraient envoyer des messages sans changer de guidance, de politique monétaire ou autre. Mais on sait que les banques centrales réagissent très fermement quand il y a de l'instabilité financière, parce que ça met en péril les prévisions d'inflation et les anticipations d'inflation et d'emploi. Mais de la même manière, quand vous arrivez sur des multiples qui, historiquement, on l'a vu, ont généré des crises derrière, c'est aussi le job, selon moi, des institutions d'anticiper ces crises en faisant en sorte à un moment donné que les valorisations n'aillent pas plus haut. Et ça, par quelques messages de Jérôme Powell, par exemple, ça serait très bien compris par le marché. Donc on est au moment où ça peut encore atterrir tranquillement sur les marchés, mais si, effectivement, on continue d'entretenir ce sentiment dont Alexandre parlait de boucle d'or, où les taux baissent alors que la croissance est forte, on ne pourra pas échapper à un scénario où on ira à 24 fois les bénéfices. Il n'y a pas de barrière. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas parce que par le passé, atteindre 23, 24 nous a entraîné vers une consolidation que ça va avoir lieu cette fois-ci. Enfin, le passé présage pas des performances à venir. Enfin, je ne sais pas. L'autre Alexandre. Tant qu'il y a de la croissance à venir, il n'y a pas de problème à dépasser ces niveaux-là. Et le risque, c'est effectivement ce que mentionnait Alexandre Baradez, de dire que si jamais on cassait ces plus hauts, si le marché ne secouait pas du tout à partir de 22, 23 fois les bénéfices sur le S&P 500 par exemple, on pourrait avoir un peu de peur de rater le mouvement. Et il y a quand même beaucoup de gens qui sont en dehors du marché aujourd'hui. Donc vous pourriez avoir un retour des flux en même temps. Et là, vous cassez vraiment les plus hauts assez nettement. Donc, tant qu'il y a de la croissance, en fait,
Le souci, j'allais dire, c'est que la valorisation ne fait pas tout. Que ce soit sur une action en particulier ou sur le marché au global. Encore plus sur le marché au global. La valorisation ne fait pas tout. Il peut y avoir des flux. Et tant qu'on espère que les résultats vont être de mieux en mieux et les perspectives plutôt encourageantes, on peut avoir quand même une toile de fond positive malgré ces niveaux-là. Alors, de quoi dépendra la suite? C'est la question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs sur le fil X BFM Bourse, le fil LinkedIn aussi. Chacun d'entre vous qui nous suivez peut s'y abonner. N'hésitez pas à répondre. Vous êtes nombreux à le faire déjà depuis tout à l'heure et à nous laisser vos arguments en commentaire. On essaie de rebondir dessus chaque jour. Petit hommage à Michel Blanc. Je vais conclure sur un malentendu. Ça peut marcher. On introduit ainsi la question du jour. Je vais conclure sur un malentendu. Ça peut marcher. Et le CAC 40. Quelle date déterminera son destin? Quel rencard déterminera la vie du CAC 40 ces prochaines semaines? Est-ce que ce sera son rencard avec l'emploi américain? Il y aura d'autres rapports mensuels dans les prochains mois. Est-ce que ce sera la géopolitique? Est-ce que ce seront les publications d'entreprises qui approchent là désormais? Ou est-ce que le rencard du CAC 40 avec Michel Barnier, le vote du gouvernement, le vote du budget notamment, le vote du Parlement, est-ce que c'est cela qui déterminera le destin du CAC 40? Vous êtes nombreux à voter, vous messieurs, à votre avis. Quelle sera la date la plus importante du CAC 40 ces prochaines semaines? Alexandre Taïeb. Je vais reprendre l'analogie du date. Le date ou la date, je ne sais jamais. Moi non plus. Bon. Disons le rencard. Ouais. L'emploi américain, j'ai l'impression que c'est une histoire d'un soir, si vous voulez. On a bien monté, là on a vu le mouvement sur la journée et je pense que ça ira pas beaucoup plus loin. L'élément perturbateur, le rencard sulfureux, c'est probablement la géopolitique. Parce que ça peut vous casser votre toile de fond. D'autant plus si les prix du pétrole repartent très fortement à la hausse et qu'on revoit des signes de réinflation, ça peut casser la dynamique de meilleure croissance et banque centrale accommodante. Et le vote du budget, c'est un date très important. Je pense que c'est pas le principal parce que c'est pas le plus récurrent. Là aussi, c'est un événement. Oui. Le principal pour moi, c'est les publications. Et on l'a vu avec la semaine de Stellantis. Les warnings aujourd'hui sont extrêmement durement sanctionnés. Il va falloir donner des signes de résultats qui s'améliorent, de perspectives un peu plus solides pour peut-être relancer cet indice du CAC. Vous êtes inquiet sur les publications à venir? Le marché est trop optimiste là, dans ses attentes? Ça dépend des secteurs. Oui. Ça dépend des secteurs, mais je suis assez inquiet globalement sur l'automobile. Stellantis a donné, y compris les équipementiers, Stellantis a donné le là. Je regarderai avec attention des secteurs assez défensifs, étonnamment. La santé et les télécoms. Sur ces publications, notamment les télécoms, qui pourraient afficher à nouveau une croissance très faible mais positive, contrairement à... L'avantage de ces secteurs que vous citez, c'est qu'ils pèsent pas très lourd dans le CAC 40. Exactement. C'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Effectivement. En revanche, ce qui pèse lourd, c'est Total Energy, avec les cours du pétrole, avec aussi le luxe, bien évidemment. Sur le luxe, il y a eu beaucoup de rachats avec la relance chinoise. Malheureusement, les publications à venir vont confirmer ce ralentissement. Avant que la relance ne porte peut-être de premiers fruits, on sera sur des publications sans doute encore décevantes là pour le luxe. Tout à fait. Les perspectives seront essentielles. Bon. Quelle date sera la plus importante pour vous, Alexandre? Pas à titre personnel, mais pour le CAC 40. J'ai l'impression que ça va être un empilement, comme un millefeuille de choses qui vont devoir arriver les unes après les autres et qui vont devoir bien s'emboîter. La première, ça va être la question des... on l'a déjà eu en fait, c'est la Chine. C'est-à-dire qu'on attendait ça comme un marqueur de fond quand on avait le luxe qui baissait. On se disait il va falloir qu'à un moment donné, ça commence à percuter du côté de la Chine. On approche de la fin d'année, les objectifs de croissance ne sont pas tenus, etc. Donc ça va se réveiller. Donc déjà la première couche, elle est là. La Chine, selon moi, est importante. Après, effectivement, je pense que la question des détails de la fiscalité. Le CAC a aussi baissé, ça avait commencé dès le mois de juin. À l'époque, c'était les craintes de savoir s'il y aurait un parti radical qui monte en puissance ou autre. Et c'est déjà des craintes sur la fiscalité. Donc ce que le marché veut savoir, c'est si on taxe les grands groupes, combien seront taxés les grands groupes. Et une fois que ce sera connu, mieux vaut savoir que ne pas savoir. Donc une fois qu'on connaîtra la fiscalité des grands groupes ou autres, ça pourra aider le marché à se stabiliser. Et si on voit le spread se resserrer, argument supplémentaire. Et le troisième élément, il y a deux autres. Les baisses de taux à venir de la BCE, mais peut-être qu'il y aura une réunion où ce sera pas tilt, peut-être une réunion où ce sera un peu game changer, où Christine Lagarde dira des choses que le marché veut entendre peut-être, donc peut-être une prochaine réunion de BCE, mais je pense que le gros... Mais dira des choses? Il y a un monstre à montrer d'un coup là que le marché... Non, mais de montrer que... c'est des petites phrases comme Draghi à une époque, c'est d'arriver peut-être à convaincre par la rhétorique, parce qu'on sait que les baisses de taux vont encore arriver, mais d'avoir une phrase. Mais c'est pas, selon moi, la plus importante. Je pense que les indices PMI, par exemple, une salve de PMI dans les 3 prochains mois qui serait
notamment pour l'Allemagne par exemple, meilleure sur le plan manufacturier, où on commencerait à avoir les effets du soutien chinois, où on verrait le PMI service français qui fait un peu peur sous 50, revenir au-dessus de 50, une bonne publication de PMI sur un mois, c'est les indicateurs avancés des PMI. Donc si on les voit revenir là, en zone d'expansion sur les secteurs sensibles, sur l'Allemagne, manufacturier ou autre, ça je pense ce sera la dernière brique qui fera qu'on n'ira pas chercher plus bas parce qu'on sera rassuré sur l'Europe, sur la Chine et sur la politique monétaire. Voilà, je pense qu'il y a quand même trois éléments comme ça. Quand je vous écoute, Alexandre, je me dis, vous êtes plutôt rassuré par les marchés européens qui ont peut-être un potentiel de rebond devant eux. En revanche, inquiétude sur une possible bulle aux États-Unis. C'est ça. Si je résumais et schématisais les choses, c'est à peu près ça. Oui, parce que j'ai l'impression que on revit un peu en slow motion ce qu'on a vécu. Moi, j'étais beaucoup plus jeune, mais je l'ai quand même mentionné comme ça à cette époque-là, de ce qu'on a vécu à la fin des années 2000. C'est-à-dire où il y a toujours un élément qui vous fait acheter et où finalement, là, typiquement, un chiffre, quand le marché price pendant plusieurs jours les baisses de taux de la Fed, eh bien, quand le rapport est plus fort que prévu et que ces anticipations diminuent, c'est typiquement l'occasion, pas de manière totalement symétrique, mais si on a monté de 100, d'en rendre peut-être 30 ou 40. Et là, c'est pas des effets cliqués comme ça qu'on ne voit pas apparaître sur le marché. Ouais, c'est ça qui manque, c'est la nuance sur ce marché. Le marché aurait pu baisser aujourd'hui et prendre prétexte effectivement de ce rapport sur l'emploi. C'est pas le cas, il monte encore. Bon, on va continuer d'en parler. On est à 10 minutes de la clôture, on accélère, on entre dans la dernière ligne droite. Ça se présente bien, hein. Le CAC 40 est en hausse pour cette dernière séance de la semaine, plus 0,9%, Accor en tête, plus 3,7%, les banques aussi bien orientées, Société Générale gagne 3%, repli pour Eurofins, moins 1,4%. Mais alors la fusée, la comète, on verra si c'est sporadique et provisoire, mais en tout cas on a une fusée aujourd'hui sur le marché. On est à combien, Antoine, sur Ubisoft là? 31. Tranquillement. Plus 31% parce qu'on entend parler d'un retrait de la cote, tout simplement, d'Ubisoft. Et il y a quelque chose de très intéressant au-delà de la technique et au-delà du caractère familial des choses, hein, puisque c'est évidemment le joyau patrimonial de la famille Guillemot, mais il y a aussi le fait qu'Ubisoft, à la faveur d'une opération du genre, si jamais elle se confirme, pourrait enfin rentrer dans la logique des fabricants de jeux qui, ont des dynamiques de croissance. Comme Tencent, comme les fabricants de petits jeux chinois qui ont de fortes dynamiques de croissance, contrairement aux grandes majors. Alors là-dessus, nos experts vont rebondir effectivement. Alexandre Baradez et Alexandre Taïeb. Ubisoft va peut-être quitter le marché. On a manifestement un accord en vue entre la famille Guillemot et Tencent. C'est pas officiel, hein, mais le bruit circule et surtout sur les informations de Bloomberg. C'est pas n'importe qui. Effectivement, il y en a des retraits de la cote depuis maintenant plusieurs trimestres. Mais alors là, Ubisoft, ce serait un poids lourd qui quitterait la bourse. Comment est-ce que vous voyez ça, Alexandre Taïeb? Très étonné que ça apparaisse comme ça en milieu de journée, cette news. Alors, je sais pas, peut-être vous me contredirez, mais on n'a pas trop de détails, si ce n'est le retrait de la cote au moment où on se parle. Non, ça tient vraiment de c'est juste de la petite indiscrétion. C'est ça. Voilà, ouais. C'est tout à fait possible. Hein. Il faut se rappeler d'où on vient. Donc le top de Ubisoft historique, c'est 100 €. On est tombé jusqu'à 9 avant cette hausse. Donc un très très long voyage d'une entreprise qui a laissé... Voyage au centre de la Terre. Voilà, qui a laissé Tencent entrer à son capital. Hein. Mais à un moment donné, on pensait que Tencent en fait allait racheter l'entièreté d'Ubisoft. Et il y a eu une petite ligne dans le contrat où il ne pouvait pas monter au-delà de 9 ou 10% du capital. Ça a fortement déçu. Derrière, on a eu des jeux qui ont été repoussés. Ceux qui sont sortis ont plutôt eu tendance à décevoir. De nombreux profit warnings, donc à chaque fois avec une sanction. Et on en arrive là. Donc Ubisoft donne l'impression aujourd'hui de ne pas s'en sortir d'un point de vue économique, et donc a dû effectivement, je pense que l'information est assez vraie, en tout cas elle paraît cohérente, s'arranger avec Tencent pour se sortir de la cote et au moins du marasme du marché. En termes de prix, il me semble que Tencent était rentré au capital entre 20 et 30. S'ils sortent en dessous de 20, Tencent seront probablement très contents, donc peut-être encore du potentiel sur cette nouvelle. Oui, effectivement. Bonne opération. Pas sous-estimer aussi le caractère familial de l'actionnariat d'Ubisoft et d'une famille qui n'a pas très envie de perdre tout ce qu'elle détient en termes d'actions, qui rend l'opération peut-être un petit peu plus urgente. C'est les bijoux de famille au sens propre. C'est les bijoux de famille. C'est une valeur qui est aussi pas mal détenue par les particuliers. Donc il y aura peut-être une affaire à faire là-dessus. Mais encore une fois, voilà, on voit la difficulté qu'ont maintenant à part quelques petites exceptions, notamment aux États-Unis, comme Take-Two Interactive ou d'autres groupes qui vont bien, mais maintenant,
grands développeurs, les grandes majors du développement de jeux vidéo, ça devient de plus en plus compliqué de garder des dynamiques de croissance fiables parce que la mode passe très très vite et les vrais jeux qui marchent, c'est des petits jeux très addictifs qui sont davantage développés par les startups chinoises. Et les grands jeux, ça devient quelque chose de l'ordre des gamers chevronnés qui constituent plus une clientèle vraiment à très très fort potentiel. J'ai l'impression. Ubisoft gagne 31% ce soir, vous entendez bien, on en reparlera dans la suite, on refait la séance à partir de 17h36-37 tout à l'heure, mais c'est aussi la question de l'attractivité de la bourse aussi qui est posée, parce qu'on voit d'autres groupes choisir de sortir de la cote et on en parlera aussi tout à l'heure à partir de 17h35. Puis la question de l'attractivité de la bourse française, on va avoir une hausse de l'impôt sur les sociétés, ça concernera les entreprises qui génèrent plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 300 entreprises environ, donc toutes les entreprises du SBF 120 sont concernées en l'occurrence, donc peut-être un peu moins de potentiel pour notre cas que pour les autres marchés du coup, Alexandre. Moi, certain de ça, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi un changement un peu générationnel sur la vision de l'épargne des jeunes Français qui est beaucoup plus appétente à acheter des actions. Par exemple, à une époque, c'était plutôt les parents, les grands-parents qui avaient ça. Aujourd'hui, des gens de 20 ans constituent déjà des portefeuilles, épargnent de manière régulière sur des titres. Et je pense que ça, sur la masse et du volume, si ça devient un vrai sujet, et notamment on est dedans, la question des retraites, est-ce qu'il ne faut pas instiller un peu plus de capitalisation là-dedans, je pense que ça peut être aussi des flux récurrents de soutien. Donc non, je ne serais pas pessimiste, mais il faut rendre peut-être la bourse plus sexy et peut-être à Euronext de le faire. Alex, quand tu parles des actions qu'achètent les plus jeunes générations, c'est à travers des ETF ou c'est vraiment ils font du stock picking on a l'impression qu'il y a quand même une vraie mode des ETF parce que c'est pratique, c'est facile, on prend des paniers, donc c'est au travers des ETF. Thématiques, les choses comme ça. Les thématiques indicielles, du CAC, de l'Eurostoxx, ça va plutôt d'aller chercher. Ou parfois des secteurs, ça peut être de secteurs de l'industrie, automobile ou autre, des secteurs, mais très souvent c'est plutôt des indices nationaux ou mondiaux, Chine. Oui. Non, mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que effectivement il y a des interrogations sur la bourse parce qu'un certain nombre d'entreprises choisissent de quitter la bourse et en même temps on sait que pour par exemple financer sa retraite la bourse fait partie des solutions. Enfin voilà, le régime par répartition est une chose mais rien n'empêche pour ceux qui en ont les moyens de compléter par un peu de capitalisation et l'avenir du système sans doute inclura un jour de la capitalisation. Mais ce serait le bon moment d'en parler maintenant. C'est-à-dire que si on devait faire un peu de marketing là-dessus maintenant, c'est le moment d'en faire vu la situation. Et ça devrait déjà être le cas mais c'est un tabou total en France. C'est comme ça. Effectivement, en tout cas la hausse de l'impôt sur les sociétés. Alors tout à l'heure Thierry Gauthier, il nous rejoindra tout à l'heure à nouveau dans quelques minutes, mais il nous disait l'impact de la hausse de l'impôt sur les sociétés sera sur les acteurs des médias et de la construction cotés en bourse de 12, 13, 14, voire 15%. Une baisse de 15% des bénéfices par action sur les acteurs des médias et de la construction. Et l'impact sur les acteurs du luxe aussi sera notable. Par exemple, Hermès verrait, à cause de la hausse de l'impôt sur les sociétés, verrait son bénéfice par action baisser de 6%, Alexandre Taïeb. Effectivement, ça aurait un impact assez fort sur ces secteurs-là, que j'ai pas mentionné dans les secteurs que je regarde, vous l'aurez noté. Donc effectivement, c'est vraiment un risque, il va falloir voir l'ampleur de l'augmentation de l'impôt sur les sociétés.